Merci d'être avec nous. Jusqu'où ira Vladimir Poutine, qui se sent protégé en quelque sorte par Donald Trump? Ce sont ces 78 000 hommes massés de manière énigmatique pour l'instant à la frontière de l'Ukraine. Quelles sont ses ambitions? Quels sont ses appétits? En tout cas, le jour qu'il vise est le 9 mai, moment symbolique de bataille continentale. Un grand rassemblement, évidemment, ce que les Russes appellent le jour de la victoire, sera alors commémoré. Il faut dire à quel point Jean Guignasti, c'est pour eux un moment très important, et cette fois-ci en particulier, il veut en faire un symbole. Le 9 mai. Ça fait 3 9 mai qui veut en faire un symbole, et à chaque fois ça a raté, parce que tout le monde se disait il va prendre Bakhmout. Ben non, il n'a pas pris Bakhmout, etc. Donc la résistance ukrainienne jusque-là lui a interdit de tirer profit en quelque sorte du 9 mai. La seule chose, c'est qu'il a réuni les pays d'Asie centrale alors qu'on pensait qu'ils allaient partir dans tous les coins. Je crois qu'il va les réunir encore. Mais c'est sûr que ce 9 mai-là va être quand même dans une atmosphère quand même, pas de liesse, mais enfin positive pour la Russie. Est-ce qu'il est possible même, comme certains l'ont conjecturé, que Trump lui-même y aille? L'invitation, semble-t-il, a été lancée. C'est un fantasme. Non, moi je crois pas. C'est trop tôt. Jamais un président américain, d'ailleurs, ne s'est rendu à un 9 mai. Évidemment, pendant la guerre froide, c'était inimaginable, mais ce serait invraisemblable. Ce serait une image calamiteuse. Alors moi, je suis d'autre avis, d'autant plus que Donald Trump lui-même souhaite ardemment le faire. Donc ça, c'est déjà une bonne raison pour le faire. Et évidemment, moi j'ai pensé à ça lors de votre exposé. Ça fait 3 ans qu'il essaie de prendre quelque chose, il n'arrive pas. Mais moi, je pense que cette année, c'est possible qu'il prenne quelque chose, et que cette quelque chose, ça soit Donald Trump, ou du moins les membres de sa famille ou des proches. Il me semble que c'est presque, ça sera presque facile, au vu la facilité avec laquelle Steve Witkoff maintenant voyage en Russie et se prend en photo avec le président russe. Donc ce n'est plus infamant pour l'entourage direct de Donald Trump. Donc là, je pense que c'est possible, et c'est quelque chose qui peut en effet suffire à Vladimir Poutine. N'empêche que la menace, comme j'ai dit, la menace de cette armée amassée aux frontières, de cette armée supplémentaire amassée aux frontières, ne présage rien de bon. Ça ne présage pas la victoire russe, ça ne présage pas la défaite ukrainienne, mais ça ne présage pas les temps calme ou paisible non plus. Voudra-t-il diviser en partie les Européens? Écoutez, Fico, il est le président du gouvernement de la Slovaque. Et lui ira, c'est quand même un membre de l'Union européenne qui ira de l'autre côté du rideau, puisque maintenant on peut parler presque de rideau de fer, et il ira célébrer aux côtés de Vladimir Poutine. 9. pôjdem do Moskvy. A pôjdem 9. do Moskvy prejaviť úctu a rešpekt k ľuďom, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska a Československa. Pôjdem prejaviť úctu a rešpekt miliónom obetí. Voilà, je sens que votre maîtrise de la langue est limitée. Oui. Il dit Madame Kallas, parce que Kaja Kallas lui a dit il n'est exclu qu'un représentant de l'Union européenne, enfin qu'un membre de l'Union européenne se rende là-bas. Je voudrais vous informer que je suis le Premier ministre légitime de la Slovaquie, un pays souverain. Personne ne peut m'ordonner où aller ou ne pas aller. Enfin, à l'heure où on porte nos efforts de défense à 3 à 5% du PIB de chaque pays, où on nous demande de faire un effort de défense considérable, on irait assister au plus grand défilé militaire russe avec des armes qui sont pointées contre nous. Enfin, ce serait intolérable. Et j'espère que ça créerait une crise sans précédent au sein de l'Union européenne, et qu'on mettrait la Slovaquie au banc de l'Union. Les victoires de Vladimir Poutine le 9 mai à présenter sont probablement pas des victoires sur le terrain. C'est trop tôt, au rythme où vont les opérations, pour imaginer qu'il y ait, même en lançant une offensive avec 78 000 hommes, obtenir quelque chose de très important mis sur le terrain. En revanche, les victoires peuvent être diplomatiques. C'est si on arrache un certain nombre de dirigeants européens pour venir le 9 mai, c'est un coin qui est mis dans le pays occidentaux, dans l'Union européenne. Et donc ce sera autant de trophées en réalité présentés. Donc le vrai enjeu, la vraie bataille, elle sera dans les tribunes. Voilà. Je voudrais juste rajouter que
il faut remettre ça en contexte. Robert Fico n'est pas populaire dans son pays. Par ailleurs, le pays tout entier, ça fait déjà un certain temps que le pays est traversé par des protestations de masse contre sa politique, mais également contre sa proximité avec Moscou. Il faut aussi comprendre une chose, qu'à l'époque où le printemps de Prague a été réprimé, la Slovaquie et la Tchéquie faisaient un, et les Slovaques, comme les Tchèques, en fait, sont extrêmement traumatisés par cette expérience. Et ça leur fait quand même quelque chose que d'avoir un chef d'État servile qui sert Moscou. Ça réveille de très mauvais souvenirs. Et donc, en fait, moi, si vous voulez, je voulais être un peu insolente pour dire on n'est pas encore le 9 mai, donc on verra encore s'il ira ou non. Mais ce n'est pas tout à fait ça, mais il faut voir cette démarche de Fico, c'est aussi quand même à mettre en miroir avec ce qui se passe dans son propre pays. À l'échelle de l'histoire, est-ce que ce sera vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Au fond, on a vécu dans l'après-1945 en termes de protection américaine, en termes de division de l'Europe, et là, il y aura vraiment de nouveau une Europe quasi en guerre, avec deux commémorations vraiment extrêmement concurrentes. L'Europe n'est pas en guerre, sera à nouveau en situation de confrontation, comme on l'était pendant la guerre froide. On a très vite basculé dans cette situation après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 48-49, ça y est, le rideau de fer, comme disait Churchill, est tombé au milieu de l'Europe. Bon, là, le rideau de fer, il est un peu plus à l'est, mais il y a un vrai rideau de fer. Et donc voilà, donc on revient à une nouvelle forme de guerre froide entre ces puissances. La différence entre les deux, c'est l'attitude des États-Unis. Effectivement. La guerre froide, c'était une alliance entre l'Europe et les États-Unis. Voilà, là, c'est moins, au moins temporairement, au moins pendant la période Trump, c'est moins évident. C'est quand même une différence énorme, là, entre être protégé ou non par les Américains. On a l'impression qu'en quelques semaines, on s'est rendu compte de ça. Oui, mais ça a permis d'abord de mettre en évidence le fait qu'on dépendait, combien les pays européens dépendaient de cette protection américaine, et puis ensuite de se rendre compte qu'elle n'était pas éternelle, quoi. Par définition, elle n'était pas éternelle. Pourtant, il y avait de nombreux indices. Je veux dire, le reflux américain, il était quand même là depuis des dizaines d'années en réalité, mais c'était un reflux qui était progressif, qui était poli. Vous le dites doucement avec un ton tout à fait rassurant. Est-ce que c'est plus une panique que cela ? Je vous donne l'exemple des Anglais. Les Anglais qui étaient, disons, on les appelait souvent les caniches des Américains. Tort ou à raison. Dieu sait s'ils étaient soumis. Même les Anglais se rebellent contre les Américains parce qu'ils savent là qu'ils jouent leur peau. On a l'impression que les Anglais, toute l'Europe joue sa peau. Vous avez plein de révolutions qui se passent en ce moment. Effectivement, la rébellion anglaise, le retour d'une alliance franco-britannique. Je rappelle que ça, c'était la dernière fois, c'était l'expédition de Suez. On avait dit, tiens, on va faire un truc en commun, militaire, et puis on avait été empêché par Moscou et Washington simultanément, qui avait dit non, vous arrêtez là, c'était terminé. Et depuis cette époque, les Britanniques ont dit bon, pardon, plus jamais on ne fera, enfin on suivra votre politique. On va simplifier notre politique étrangère. Il suffira de faire comme les États-Unis. Est-ce que l'électrochoc a été disons le moment dans le bureau ovale où Trump humilie Zelensky ? Moi, j'étais très frappé de voir qu'à Londres, à Berlin, partout en Europe, tout à coup, les gens regardaient ça en se disant. Peut-être qu'on est vraiment plus protégé. Mais vraiment, ça a été ce moment-là. La suspension de l'aide aussi qui a suivi. Oui. La suspension de l'aide, c'est quand même un choc. Tout le monde aidait l'Ukraine et brusquement, les Américains disent c'est fini, voilà, vous vous débrouillez. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, parce que c'est intéressant, en fait, la fin de Yalta, ça a été la chute de l'URSS, la fin du pacte de Varsovie. Le paradoxe, c'est que Yalta, c'était quoi ? C'était une zone d'influence, des zones d'influence. Donc il y a une période bénie, ensuite, après la chute de l'URSS, où brusquement, on a cru que le droit international, les droits de l'homme, le respect des nations, tout ça, ça allait marcher, qu'on allait bâtir un monde nouveau. Or là, en fait, on revient d'une certaine façon à Yalta. Parce que ce qu'il y a de sous-entendu dans l'attitude de Trump, c'est, en gros... Je dis aux Russes, vous avez votre zone d'influence, moi je prends la mienne, et l'Europe se débrouille. Peut-être qu'elle va gagner, peut-être qu'elle va pas gagner. Si elle résiste, ça sera tant mieux pour elle. Si elle résiste pas, qu'elle se fasse bouffer par les Russes, c'est pas mon. Ils en sont là vraiment ? Ah, je crois. Trump l'a dit quasiment en ces termes. Il l'a dit, mais il a dit beaucoup de choses. Mais vous pensez vraiment que, c'est vrai que le président américain considère que l'Europe pourrait être mangée par les Russes ? Non, je pense pas. Mais quand même, il nous met au défi
de nous défendre. Il nous met au défi. Je ne pense pas qu'au dernier moment, n'oublions pas quand même qu'il est contesté dans son propre camp. Il y a des débats entre Rubio d'un côté et Kellogg d'un côté, et puis Witkoff de l'autre. Rubio et Kellogg disent attention, quand même, il ne faut pas lâcher trop, etc. Donc c'est pas joué. Je ne pense pas qu'ils puissent laisser tomber. Mais l'Europe est au défi de se renforcer. Vos avis là-dessus, parce que c'est quand même la question cruciale. Oui ou non, on croit qu'en dernière analyse, les Américains reviendront. Ils sont venus à la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que forcément ils reviendront, ou est-ce que cette fois... Ils sont revenus déjà il y a 2 ou 3 heures à Paris, puisque Rubio et Witkoff sont là. C'est une visite surprise, très inattendue, signifiant peut-être que les Américains ont besoin de nous dans le cadre des négociations avec les Ukrainiens. On a l'impression un peu qu'ils viennent à Canossa, parce que ils étaient quand même assez arrogants concernant notre place. Ils disaient non, les Européens n'ont pas leur place à la table des négociations, etc. Alors là, ils sont venus à Notre-Dame, et ensuite, on ne peut pas dire que ça ait arrangé les choses. Non, et en plus, on a Sébastien Lecornu qui va voir Pete Hegseth dans l'autre sens à Washington demain. Donc on a l'impression qu'ils viennent nous demander quelque chose tout de même. Moi, 2 choses que je voudrais faire, c'est premièrement un petit instant d'autofélicitation, Madame Irma. Il se trouve qu'il y a un an, j'écrivais un article sur les accords de sécurité que l'Ukraine était en train de signer avec les pays européens. Le premier pays qui a signé cet accord fut la Grande-Bretagne, et la France a été le 3e, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de concurrence entre la France et l'Allemagne. Et déjà, à l'époque, en lisant les textes et en questionnant les spécialistes, il apparaissait que la question de la guerre en Ukraine et de la défense de l'Ukraine a tout le potentiel, surtout dans l'éventualité de l'élection de Donald Trump, de devenir un catalyseur d'une nouvelle architecture de la défense européenne, avec l'alliance franco-britannique ressuscitée, avec cette fois une sorte de trio assez, c'est vrai, auquel on n'est pas habitué, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, très spécifiquement. Tout cela pour dire qu'en fait, c'est vrai que les changements que nous voyons sur la surface, qui sont devenus évidentes, sont absolument brusques, et ça donne le tournis, mais à qui voyait les signes avant-coureurs, c'était tout à fait prévisible. Par ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'illusions concernant Donald Trump, même si la réalité a dépassé les pires craintes. C'est vrai. Mais la vraie question qui se pose, c'est qui va remplacer les États-Unis comme protecteur des pays d'Europe de l'Est ? Est-ce que les pays d'Europe occidentale vont, comme on l'avait fait d'ailleurs pendant la guerre froide en Allemagne fédérale, vous aviez des corps d'armée, vous aviez un corps d'armée français, vous aviez des corps d'armée de différents pays, américains aussi bien sûr, mais là, est-ce que la question qu'on se pose militairement, c'est est-ce que vraiment il faut aller à l'Est ? Est-ce que les Allemands, ça c'est une autre révolution, on dit voilà, nous on va déployer une brigade complète, plusieurs milliers d'hommes en Lituanie pour défendre la Lituanie. Ça c'est absolument révolutionnaire pour l'Allemagne, mais ça veut dire qu'ils se positionnent déjà en disant voilà, nous, même si les Américains sont défaillants, nous on est là. Et la question qui doit se poser notamment nous Français, c'est est-ce que, alors on est déjà présent, il faut quand même le rappeler, il faut que les Français sachent qu'on a déjà des soldats français qui sont dans les pays baltes et en Roumanie. Est-ce que c'est pas là qu'il faut porter notre effort aussi de protection afin de dissuader, non pas d'attaquer la Russie, de l'agresser, mais au contraire de dissuader conventionnellement, militairement, la Russie de faire quelque chose. Colin Goya, la grande puissance qui va jouer un rôle si important avec peut-être les Européens face à Trump, c'est la Chine. Écoutez de quelle manière chacun, en quelque sorte, essaie de se positionner pour ou contre la Chine ou avec la Chine. Vladimir Poutine qui veut absolument que Xi Jinping soit présent le 9 mai à sa cérémonie. Je voudrais vous demander d'adresser un salut amical au président de la République populaire de Chine, notre bon ami Xi Jinping. Nous l'attendons en Russie à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Nous célébrerons ensemble cet anniversaire, la victoire sur l'Allemagne nazie et la victoire sur le Japon militariste. Nous lui préparerons un programme complet et de qualité.
Quel est le jeu qui se joue ici ? Je crois que les Chinois ont été un peu inquiets quand même de ce tour de valse, alors même plus avec Trump. Et donc ils ont manifesté une certaine inquiétude, au point d'ailleurs que le politologue du Kremlin, un type très brillant d'ailleurs, Loukyanov, est allé dans une grande université chinoise et il a fait un très beau discours qui a été publié dans la presse chinoise et qui a dit ça fait plusieurs fois que la Russie essaye de choisir l'Europe. À chaque fois, on en a été pour nos frais, on s'est fait rejeter. Un discours, en fait, panslaviste, en quelque sorte, enfin, en tout cas, slavophile. Et il a dit, en fait, la Russie n'est ni l'Europe ni l'Asie, mais l'Asie occupe une place très importante dans notre politique. Tout ça un peu pour rassurer les Chinois. Donc, le ministre des Affaires étrangères est à Moscou et il a entendu des bonnes paroles. En fait, chacun joue son jeu. Alors on a réaffirmé l'amitié infinie entre la Chine et la Russie, mais je crois que des deux côtés on est assez lucide. Moi, je peux juste rajouter, peut-être pour continuer, il ne faut pas oublier que cette confrontation entre la Chine et les États-Unis continue. Et donc, en fait, mais c'est même pour cela aussi que Donald Trump veut faire autant de cadeaux à la Russie pour s'assurer que la Russie soit neutre, soit l'allié contre la Chine. Ça met quand même le Kremlin dans une position, dans un grand écart qui peut très vite devenir assez inconfortable parce que la Russie est très dépendante de la Chine. La Chine a bien noyauté déjà l'économie russe. Ça sera indivisible à court terme. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout certain que la Russie veuille rompre avec la Chine. Et surtout, la Chine ne le souhaite pas. Donc, comment pas oublier historiquement que la guerre s'est pas arrêtée le 9 mai et que l'Union soviétique a, dans la foulée, attaqué le Japon et a libéré une grande partie du territoire chinois, notamment toute la Mandchourie. C'est une grande victoire. Donc, les Russes disent « Nous avons contribué aussi très largement à la défaite du Japon. Accessoirement, militairement, c'était un modèle qui leur sert beaucoup, a servi comme modèle d'opération pour envahir éventuellement l'Europe occidentale. Et donc, vis-à-vis des Chinois, ils disent, voilà, nous avons aussi contribué à libérer une grande partie de notre territoire. Nous étions alliés à ce moment-là. Rappelez-vous. Alors, en termes militaires, le seul pays, un des rares pays avec lequel la Russie n'a jamais été en guerre, c'est quand même les États-Unis. Alors que les Russes faisaient partie des expéditions néocoloniales en 1900 en Chine. On contribuait aussi avec les humiliations, très, très clairement, c'est vrai. Là, le bras de fer entre les Russes, la guerre civile, le bras de fer entre les Chinois et les Américains prend forme en particulier concernant les Boeing. Mais d'abord, on se retrouve dans un très court instant. À tout de suite.